En République démocratique du Congo, l'armée congolaise prend les rebelles du M23 de haut. En Centrafrique, la France perd un privilège diplomatique accordé à son ambassadeur à Bangui. Et puis au Tchad, répression du 20 octobre, le gouvernement accepte le principe d'une enquête internationale. On termine par le Togo, dialogue politique avec l'EU, le gouvernement invité à lutter plus contre la corruption. Nos invités sont en place, Germain Pouli, journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Un autre journaliste est là, Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Il est également le président de l'Association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Et puis le juriste, le jeune Gabin Adjao, il est analyste politique également. Chers amis, bonjour. Vous allez bien, Komi Valentin Mayaba? Oui, Michel, je vais bien. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers le monde, le plateau également, Adjao, Germain et toute la rédaction. Germain, ça va? Oui, on remercie Dieu. Bonjour Michel, bonjour au plateau et bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Et le jeune, il est là aussi. Bonjour jeune, ça va? En pleine forme? Bonjour grand, et je salue mes aînés sur le plateau, je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs et bonne suite de semaine à tout et chacun. Allez, on va parler de cette situation tendue en République démocratique du Congo entre le M23 et les forces armées de ce pays, bien sûr de la République démocratique du Congo. Les avions de l'armée congolaise sont déployés depuis le week-end dans la province du Nord Kivu. Après des vols de reconnaissance, ils ont effectué, selon plusieurs sources, leur première frappe ce mardi, ciblant les zones occupées et contrôlées par les rebelles. Alors, on commence par vous, comme Valentin Mayaba. La semaine écoulée, déjà, on nous avait dit que les forces armées congolaises sont en train des fois de se replier lorsque les rebelles du M23 attaquent. Mais cette fois-ci, l'armée a pris ses responsabilités. Oui, vous savez ce qui se passe au nord du Kivu, c'est extrêmement dangereux parce que vous savez, quand le M23, entre-temps, n'avait pas le contrôle du territoire congolais, parce que vous savez qu'ils avaient quand même ils avaient une longueur d'avance sur l'armée congolaise. Et puis, il s'est fait qu'entre-temps, avec le recul ou la réaction de cette armée-là, ils ont replié. Et donc, aujourd'hui, nous constatons qu'ils sont encore en train de prendre l'avance devant une armée qui est pratiquement impuissante, qui perd de repères et finalement le M23 est en train d'avancer justement avec l'appui du Rwanda, parce que selon les sources concordantes, il semble que le Rwanda est derrière ces rebelles. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter également, c'est de constater qu'avec le M23, la RD Congo est en train de sombrer. Parce que quand vous regardez sur la ligne, il y a une déstabilisation inouïe. Il y a les populations qui sont en train de quitter les zones de résidence. Il y a aussi tout le monde, la panique généralisée. Et donc, personne ne sait comment se prendre. Il faut prendre des dispositions pour parer au plus vite. Et donc, c'est dans ce sens que l'armée congolaise a constaté ces manquements-là et a commencé à pousser en faisant quoi? Ils ont déployé même les avions pour constater à quel niveau ils sont. Mais malheureusement, ces rebelles-là avancent à grands pas. Il semblerait qu'ils ont pris même un village qui est stratégique où la plupart, plus de 5000 déplacés en moins de 2 semaines, je crois. C'est énorme, c'est pour dire que si rien n'est fait dans ce sens-là, la République démocratique du Congo risque de tomber dans une situation qui risque de porter un coup dur sur l'économie, sur son économie. Parce que cette déstabilisation, le M23, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. C'est depuis longtemps ce mouvement-là était en train de réclamer
des choses à laquelle qui n'a pas été associée à l'armée. Et aujourd'hui encore, le président, il est formel, il ne va pas discuter avec Non, il a cette refusé de rébellion. discuter, qu'il ne va plus discuter avec cette rébellion, j'allais dire. Mais ce que je ne comprends pas, entre-temps, vous savez que la RD Congo avait eu des discussions avec le Rwanda par rapport à ce mouvement-là. Et depuis ce jour, il y avait un climat pratiquement délétère qui s'était installé entre... C'était sous l'égide de l'Union africaine, dirigée par le président angolais, voilà, Lorenzo. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où sont restés ces accords, parce que le Rwanda était accusé quand même. Il y avait des accusations aujourd'hui qui étaient visibles par rapport au soutien du Rwanda à ces rebelles. Maintenant, l'armée congolaise, le Rwanda avait nié sur le champ qu'il n'en est pour rien pour le M23. Vous savez qu'aujourd'hui, Tshisekedi et Paul Kagame, il y a vraiment un truc un bras de fer qui est visible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème de ces rebelles-là? Et donc, moi, je crois que la solution qu'il faut envisager, c'est de pouvoir discuter avec ces rebelles. Ça, il n'y a rien à faire. Pour trouver solution à cette question-là, il va falloir que le président Tshisekedi ou peut-être le président Kagame, non, pas Kagame, parce qu'il faut revoir, il faut voir ce qui s'est passé de par le passé. Est-ce que forcément il faut encore discuter avec le Kagame? Je ne pense pas. Ce que réclament les rebelles, le M23 aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. Ils disent non, qu'ils sont délaissés pour compte. Il y a beaucoup de choses qui ont perdu de privilèges, ils n'ont pas été intégrés. Il y a beaucoup d'avantages. Il faut prendre langue avec les rebelles. Pour pouvoir résoudre ce problème, il faut forcément qu'il y ait une table ronde autour de ce problème-là et discuter véritablement, voir dans quelle mesure ils peuvent arriver à bout de ce problème-là, puisque ça a trop traîné et aujourd'hui c'est l'économie congolaise qui est fragilisée et un pays qui est immensement riche, mais quand vous rentrez là-bas, une population très très pauvre, on dit même en Afrique, c'est le deuxième pays le plus pauvre, alors qu'il a des richesses et beaucoup de richesses qui n'arrivent pas à exploiter, qui profitent maintenant aux Occidentaux ou peut-être aux dinosaures, si je peux les exprimer comme ça. Alors, Gabin Adjao, on attendait la réaction de l'armée congolaise. On voit la réaction, même si on peut dire que pour le moment, elle est timide. Oui, elle est timide, mais depuis les dernières manifestations, surtout des opposants, qui réclamaient véritablement que l'armée aille à une confrontation avec ces rebelles-là, qui ne veulent pas discuter avec les rebelles. Je pense que l'armée, par le général Ekongé, a pris les mesures et a commencé par frapper sur les rebelles. Mais aujourd'hui, je me pose véritablement une question, est-ce qu'il le faut aujourd'hui? Parce que ces rebelles du M23 sont quand même issus, même s'ils sont originaires des régions rwandophones du Congo, quand même ce sont des Congolais et ils réclament juste une beaucoup plus de représentativité au sein de la communauté Nord Kivu. C'est tout ce qu'ils représentent, réclament aujourd'hui. Mais je pense que le Congo est dans sa posture, ils ne veulent rien lâcher, ils ne veulent pas discuter. Ce sont des communautés qui se disent quand même assez marginalisées. Parce que on a vu des déplacements massifs des populations également. 7200 déplacés déjà dans les zones d'habitation, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. Ce sont des rebelles qui ont progressé et aujourd'hui il va falloir, je pense à mon humble avis, rediscuter avec ces gens-là, même si je pense qu'en mars 2009 il y a déjà eu un accord de paix entre le Congo et ces rebelles-là, mais les accords n'ont pas été respectés, ce qui fait que ces rebelles ont encore fait une résurgence au niveau de l'armée du Congo. Et aujourd'hui, il y a véritablement un souci. Et le souci est que la représentativité tant réclamée n'est pas accordée. Et la marginalisation, ça continue toujours parce que le Congo a toujours exprimé que ces peuples-là viennent beaucoup plus du Rwanda. Il y a aussi un problème d'ethnie qui se pose parce que les Tutsis au niveau du Congo sont en minorité. Et ces peuples-là, au vu de leur minorité, se sentent marginalisés, se sentent méprisés par les autorités congolaises et ils sont délaissés. Donc ils sont en train de réclamer quelque chose qui, ma foi,
est juste parce que vous faites partie d'un pays, vous avez la nationalité de ce pays-là. Il va falloir que vous profitiez des... Donc il faut discuter comme il a dit. Il faut discuter, c'est la base. Il faut discuter comme il l'avait déjà fait en 2009, il rediscuter et se demander, bon, maintenant qu'est-ce que vous voulez? Il ne demande que la représentativité au niveau des autorités de leur zone. Donc maintenant, si c'est ça, et si c'est à ce prix-là que vaut la paix, bon, il faut le payer. Maintenant, on sait tous que Paul Kagame aussi, lui, il est outil. Hein. Donc, on assimile véritablement comment on dit, ceux-là qui livrent des armes et tout à cette communauté-là. À Paul Kagame, on dit que bon, c'est lui qui est en train de soutenir l'armée Tutsi au Congo, alors que Paul Kagame aussi rejette tout. Hein, il dit que c'est un conflit intra-congolais qui n'est pas mêlé ni de loin ni de près à ces conflits-là. Je pense qu'il va falloir rediscuter les conditions. Le Congo et le Rwanda font partie de la communauté sous-régionale, hein, le CEMAC, et je pense qu'il va falloir que cette communauté-là puisse appeler les deux belligérants et rediscuter des conditions même d'intégration des rebelles du M23, puisque ce ne sont pas des terroristes, et ce sont des rebelles. Et quand on parle de rebelles, ça veut dire que ce sont des gens qui réclament quelque chose. Et c'est connu de tout le monde. Et aujourd'hui, il va falloir que Tshisekedi, même si il est dans une posture assez belliqueuse, aujourd'hui, il va falloir discuter avec ces rebelles du M23 là pour savoir réellement où il faut amener le Congo. Des témoins, j'allais dire, ont vu décoller un avion militaire de l'aéroport de Goma. C'était mardi 8 novembre dans la matinée. S'il est difficile de connaître sa destination, plusieurs sources rapportent des bombardements aériens dans certaines zones contrôlées par le M23, surtout dans la chefferie de Bicha. Alors, Germain Pouli, ce problème, j'allais dire, va créer sans doute une tension entre les deux pays. Déjà, on a vu le président Félix Antoine Tshisekedi qui a expulsé, ou bien Kinshasa qui avait expulsé l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa l'autre fois. Et puis il y a eu l'appel du président qui justement il a appelé les jeunes à sortir pour soutenir les forces armées, ce qui a été fait. On a vu la mobilisation de ces jeunes. Il y avait même des jeunes dames dedans qui étaient prêtes à défendre leur territoire. Et puis ces bombardements. Alors, est-ce qu'on s'achemine vers une crise militaire entre les deux pays? Oui, non, je crois que la guerre est déclarée, pas entre les deux pays, mais entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Maintenant, on dit que ces rebelles sont soutenus par le Rwanda. Et donc, on pourrait tenter de dire que le Rwanda sera concerné par cette guerre. Et là, dans la foulée de ces bombardements, le porte-parole du M23 a annoncé qu'ils seront obligés de se défendre, qu'ils sont attaqués, ils seront obligés de se défendre. Donc, c'est dire que clairement, c'est une guerre qui est en train de monter. Le Congo veut se protéger, veut récupérer l'intégralité de son territoire. Et il accuse, le président congolais accuse son homologue du Rwanda de vouloir fermer base sur cette partie du pays, là, sur l'est de la RDC, où il estime qu'il y a des minerais, il y a de l'or, de l'étain, un certain nombre de minerais que le Rwanda veut s'approprier. De son côté aussi, le Rwanda accuse Kinshasa de soutenir aussi une rébellion donc rwandaise, le mouvement démocratique pour la libération du Rwanda, donc à obédience outil. Et ça, ce sont les jeunes qui répondent à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, donc la réalité, c'est que la population en a marre. Aujourd'hui, il y a plusieurs villages donc de ce secteur-là qui sont occupés. Et la route vers Goma, qui est la capitale de cette province-là, plusieurs localités sont occupées. Les postes frontaliers sont contrôlés par les rebelles. Sur les 9 postes frontaliers, il y a, je pense, 2 seulement qui sont contrôlés par le Congo. Les autres le sont par les soldats donc, du M23. Et donc, c'est une situation qui est intenable pour un pays qui a besoin quand même d'avoir son autorité sur tout le territoire. Ça a commencé avec la
nomination il y a quelques mois donc des gouverneurs militaires à la tête de ces provinces-là. Donc c'est que progressivement Kinshasa s'apprête à cette guerre. Il y en a aussi constaté entre-temps le retrait des forces de l'ONU donc de cette zone, qui fait que, on parle de retrait stratégique, mais je pense que ce retrait n'augure rien de bon, c'est dire que les hostilités vont véritablement s'ouvrir, et donc ces bombardements-là, cet appel à la mobilisation des jeunes qui sont en train de répondre d'ailleurs pour aller sous le drapeau et défendre donc leur pays, c'est un mauvais signe. Et c'est ici l'occasion pour la communauté des États de l'Afrique centrale donc de pouvoir jouer sa partition. C'est vrai que même à la COP27 où ces pays se retrouvent en Égypte, il y a eu quand même une réunion le mardi sur la situation donc entre les deux pays. Il est question, comme vous avez su le relever, qu'on passe par le dialogue politique donc pour régler cette situation. Mais je pense que du côté du Congo, on a opté donc, pour libérer le territoire par la force, par les armes. C'est ce qui est en train donc, de faire, et je pense que... Parce qu'il faut dire que le M23 aussi a avancé à un moment donné. Oui, ça ne peut toujours pas attendre. Oui, non, je crois qu'il y a une bonne partie du pays, en fait, de cette zone-là qui est occupée. Comme je le disais, ils contrôlent pratiquement une bonne partie de l'économie dans cette zone. Et un pays normal ne peut pas accepter cela, donc il faut que l'armée aille au front pour défendre l'intégrité, mais malheureusement, ça se fait aux grandes dames des populations qui sont appelées donc à quitter les zones, à se déplacer. Certains vont carrément vers l'Ouganda, d'autres retournent à l'intérieur donc, de la RDC, et c'est une situation assez déplorable. Et on ne sait par quels moyens ça va se faire, parce que déjà les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont vus en début donc, de cette semaine, rien n'a filtré de leur rencontre. Et peu de temps donc avant ces bombardements, il y a eu l'armée congolaise qui a survolé le territoire rwandais, qui s'en est plaint, que le Kinshasa avait déploré une malencontreuse erreur de pilotage, mais s'en est suivi donc ces bombardements. C'est dire que le M23, qui dit qu'il est obligé de réagir, va réagir sans doute, et ça va être le début d'une guerre qui va créer pratiquement la même situation que dans les années 2012. Et donc je crois que l'ONU doit revenir à la table. C'est vrai que la ministre et la force de l'ONU a été accusé par les populations, mais aujourd'hui quand même l'ONU, à travers une de ses commissions d'enquête, reconnaît quand même que c'est le Rwanda qui parraine ce mouvement, qui est en train aujourd'hui d'occuper une bonne partie de la RDC. Et il faut que ce problème-là trouve solution également dans les instances onusiennes. La petite pause et on revient pour la suite avec vous, chers invités.